Bienvenue à vous, madame, monsieur, à ce numéro de l'invité. Nous allons parler de l'agriculture en Afrique. Le bassin du Congo, pour ainsi dire, peut être le socle de la relance économique continentale. Vous allez le voir avec notre invité qui est expert en la matière. Bonjour à vous, monsieur Gad. Bonjour. Alors, vous avez un nom assez original pour les Congolais qui vont nous suivre. Vous appelez Sowanou Awanga Gad, et vous êtes apôtre industriel panafricain, on va le définir tout à l'heure, mais à la base, vous êtes apôtre, c'est vrai, vous êtes aussi entrepreneur. Exactement. Parce qu'à côté de vos activités religieuses, vous entreprenez particulièrement dans le domaine de l'agriculture. On commence à parler d'abord de vous. Tout jeune, à l'âge de 22 ans, vous étiez d'abord, je dirais, prédicateur itinérant. Vous avez sillonné quelques pays d'Afrique. Ensuite, vous êtes devenu apôtre aujourd'hui. Et tout d'un coup, vous avez basculé pour l'entrepreneuriat en tant qu'agriculteur. D'où est venue cette mission ou ce changement de mission ? Merci beaucoup. Oui. Vous savez, la mission du continent, surtout quand tu es appelé pour éveiller la conscience des hommes, il faut d'abord poser la question, pourquoi cette mission m'a été donnée? En tant qu'apôtre, à l'âge de 22 ans, je n'étais pas, je suis un frère comme les autres. Mais il y a tellement de choses qui me venaient en esprit. Pourquoi d'abord 96% de ce que nous consommons en Afrique sort de l'Occident? Alors, on m'appelle pour prêcher l'Évangile, et quand je regarde nos prédécesseurs qui font déjà ça, et regarder l'Église, la pauvreté, la misère qui se passe dans le même continent, et on m'appelle pour le même travail, je dis non. Je dois préciser peut-être la zone africaine dont on parle. Vous êtes béninois. Je suis d'origine béninoise. D'origine, de nationalité béninoise jusqu'à ce jour. Et vous avez comme ça sillonné quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Grandi d'abord au Ghana. Oui. Grandi au Ghana. Oui. Après le Ghana, vous êtes allé en Afrique du Sud. Ouais, c'est en faisant ma mission maintenant. Parce que quand j'avais posé certaines questions, pour connaître un peu, parce que les mêmes situations qui se passent au Bénin, c'est les mêmes choses qui se passent au Ghana, Togo, Nigeria, Libéria, toutes ces nations-là. Donc si vous voyez ce qui se passe, par exemple en RDC, vous allez comprendre, vous allez penser que ce n'est qu'ici ici en RDC que ça se passe. Mais non, c'est partout. C'est là où le créateur, l'auteur de vie me dit, si tu veux avoir des réponses à tes questions, je veux que tu sillonnes l'Afrique. Tu voyages sur le continent et je vais te parler. Donc, en prêchant. En prêchant. En tant que prédicateur itinérant. Le 16 décembre, disons le 16 décembre 2000, après avoir fait mon cours biblique au Nigeria 98-99, j'ai reçu cette vocation de voyager maintenant pour poser les questions que je pose. Il faut que moi-même, je rentre sur le terrain. Vous posiez quelles questions là? Pourquoi est-ce que les Africains ne produisent pas? Pourquoi est-ce que l'évangile, il n'y a pas de production dans l'évangile? Pourquoi est-ce que l'Occident qui nous a amené la Bible produit tout ce qu'il faut? Ils inventent les machines, ils inventent tout. Mais ici, chez nous, nous qui détenons des premières matières, on dépend encore de ces personnes-là. Et nous sommes, disons, spirituels. Nous devons connaître la pensée du Créateur sur le continent et connaître quel est le plan du Créateur sur le continent. Nous sommes appelés pour être mendiants éternels ou nous sommes appelés un jour pour changer les données de notre continent. Et c'est ces questions-là que je reçois des révélations pertinentes sur mon continent en disant, il faut, si tu veux avoir des réponses d'abord sur ces questions-là, il faut que tu fasses le tour de l'Afrique. Et j'ai accepté de faire le tour de l'Afrique. Et c'est comme ça, le 16 décembre 2000, je suis parti de chez moi comme ça, à partir du Ghana. Et chaque nation que je rentre, je vois la pandémie, les guerres, les problèmes, les difficultés. La pauvreté. La pauvreté. Alors, au lieu de commencer par prêcher, je crée les groupes d'intercession. Je crée les groupes d'intercession pour intercéder en faveur de cette nation-là. Donc, pendant, disons, plus de 7 ans, sans avoir la communication avec la famille, c'est ce que j'ai fait dans les 38 pays que j'ai parcouru
J'ai parcouru tout le continent et j'ai maintenant créé des intercessions pour prier d'abord contre la guerre, la pandémie, des problèmes, des difficultés et tout ça. C'est ce que je faisais jusqu'en Afrique centrale, après avoir quitté l'Afrique de l'Ouest, traversé le Gabon, Tchad, Centrafrique, arrivé au Congo-Brazzaville, passer par ici pour continuer jusqu'à Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, toutes ces nations-là. Après, je suis parti maintenant basé en Afrique du Sud. Vous arrivez en Afrique du Sud, là apparemment vous avez ouvert une église qui continue à évoluer jusqu'à ce jour avec pas mal de pasteurs, une trentaine. Mais quelque chose a changé après l'Afrique du Sud. Vous êtes décidé de venir vous baser ici au Congo, en République démocratique du Congo. Pourquoi, on veut bien savoir? Exactement. Oui. Quelque chose a changé. Quand je suis arrivé à Cap-Town, mon église était précisément à Kailicha, une ville, un banlieue, parce que j'ai reçu que je dois faire ça au milieu des pauvres. Et je l'ai fait. Mais les gens venaient beaucoup, plus de 1500 dettes dans 4 ans, 5 ans. C'est moi qui mange beaucoup. C'est moi qui porte. J'ai plus de 4 voitures. Je vis à 6 pointes. L'église est dans 1 heure du temps. Je vis bien à cause des miracles, ce que je produis. Mais je ne suis pas satisfait. Je dis, mais c'est moi seul qui veux devenir riche comme les autres. Quand tu regardes sur le continent, il y a des grands hommes à cette époque-là, ici, que je n'ai pas leur nom. Mais vous le connaissez entre 2002, 2003, 2004. Quels sont les grands hommes de Dieu qui vivaient ici à l'époque, qui faisaient des impacts? Au Nigeria, nous avions des David Oyedepo, nous avions des grands hommes. Mais pourquoi l'Afrique ne se décolle pas? Je dis, mais cette richesse-là, c'est comme il est auto-indépendant. C'est comme je fais mes propres choses à moi. Alors que ce que moi je veux, que chaque Africain doit manger 3 fois par jour. Chaque Africain, peu importe qui tu es, tu as le droit de manger 3 fois par jour. Parce que l'Occident aujourd'hui a ces politiques-là. L'Asie et tout le monde mange à leur satisfaction. Mais pourquoi est-ce que moi, quand on me dresse la table à manger, il y a tout, mais le voisin n'a rien. Le voisin cherche un pain beurré de 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, il n'a rien à manger. J'ai dit, ça, ce n'est pas une richesse, ça c'est une souffrance. Alors, j'ai commencé par chercher la profondeur de ça. Et c'est là où la voix me dit, pour que je puisse te répondre à cette question, rendre en Afrique centrale. J'ai dit, Afrique centrale? Non. Afrique centrale, j'ai parcouru ici, entre 2003, 2004, 2005. Ce que j'ai subi ici, je ne peux pas vous le témoigner. Okay. Donc, quand l'esprit me demande de revenir encore en Afrique centrale, je dis, mais ça, c'est des pièges, ça. Peu importe les soucis ou les souffrances que tu as, tu ne peux pas aller se souffrir encore, de traverser encore des choses. Mais la force de l'esprit était plus forte que moi. Un jour, je me suis retrouvé en prison pendant 3 mois. En Afrique du Sud? Oui. De Portsmouth à Lindela. Et c'est à Lindela que je vois une prison, des prisons qui sont construites aux Africains. Jusqu'aujourd'hui, vous partez à Johannesburg, vous demandez Lindela, chaque nation, les 54 pays ont 54 prisons en Lindela. Alors, je demande, ça c'est quoi ça? On dit, vous êtes emprisonné aux États-Unis, vous êtes emprisonné en Europe, vous êtes emprisonné en Asie, et chez vous-même, vous êtes encore emprisonné. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, c'est là où j'ai compris ma mission, que le cœur de l'Afrique, le bassin du Congo, détient quelque chose d'important pour tout le continent d'Afrique et le monde d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir. Et quand je suis arrivé, précisément, je devais venir en RDC, mais j'ai pris le visa de transit pour passer à Brazzaville. Et vous pensiez que c'était Brazzaville, en fait, quand vous parlez de l'Afrique centrale? Non, le bassin du Congo. D'accord. Le bassin du Congo, mais précisément la RDC. Mais j'ai pris le visa de la RDC pour venir ici, mais j'ai pris le visa de transit en passant par Brazzaville. Et quand j'arrive à Brazzaville, c'est là où on me ouvre les yeux que Brazzaville est la terre du commencement, là où toutes les forces du mal sont assises pour que l'Afrique centrale ne décolle pas. Donc l'Afrique centrale est enclavée par rapport aux autres régions de l'Afrique. Donc la prison que vous avez vue, c'est située donc à Brazzaville, en quelque sorte on peut dire. La prison dans laquelle se trouvaient les Africains eux-mêmes. Exactement, on peut dire ça, parce que quand on donne le pouvoir à une nation d'ouvrir les portes aux autres nations, d'aller de l'avant, et cette nation ne comprend pas sa vocation, du coup l'Afrique est enfermée. Regardons l'histoire, 1882,
1882, qu'est-ce qui s'est passé quand la réunion de Berlin s'est passée? C'est là où ils ont divisé, à travers le fleuve Congo, Brazzaville, c'est là où ils ont divisé l'Afrique. C'est là où ils ont frontalier toute l'Afrique. À l'époque, l'Afrique n'a pas de frontières. Quand l'Occident a divisé l'Afrique, c'est là où la souffrance des Africains ont commencé. Donc, quand j'arrive à Brazza, on me dit de commencer ici. Commencer quoi? Intercéder encore, prier encore. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, on me dit d'aller faire la réconciliation avec les Pygmées, qui sont rejetés d'ailleurs, abandonnés dans la forêt, et d'aller faire la réconciliation parce qu'eux aussi ont maudit l'Afrique centrale. Et en partant maintenant, moi je croyais que je vais prendre le vol pour partir, c'est sur le fleuve Congo que j'écoute la voix, le mandat qui m'a été donné, va et industrialise l'Afrique par l'agriculture. Justement, vous avez reçu ce mandat et vous commencez ce mandat à Kinshasa. Nous avons, je dirais, cet honneur de vous recevoir, vous qui avez reçu le mandat. Et dans ce mandat, on vous dit de lancer une agriculture continentale, industrialiser l'Afrique par l'Afrique, et notamment le bassin du Congo qui se trouve être le socle même de la relance économique continentale. Et votre fondation se trouve à Kinshasa précisément sur la première rue limitée, Hôtel Funa, où vous donnez des formations à des entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous allez lancer votre message aux investisseurs, aux autorités congolaises qui nous suivent certainement à partir des idées que vous avez. Notre pays peut être à la base du décollage même de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement depuis que vous êtes à Kinshasa? Exactement, quand la parole, le message est arrivé, je suis rentré à Kinshasa le début de cette année. Donc, toutes ces années que j'ai passées, je l'ai passé à Brazzaville pour bien mûrir la vision. Comme Brazzaville est la terre de commencement, pour mieux mûrir la vision, j'ai commencé là-bas. On m'a donné plus de 5000 hectares, on a eu les tracteurs, nous avions signé des accords avec la Banque mondiale. Donc là, il y a un grand travail qui se passe là-bas. Alors cette année, au début de cette année, quand nous sommes rentrés avec les Afro-descendants, c'est là où l'esprit m'a déjà dit que la RDC sera le déclenchement de l'agriculture continentale. Donc Brazzaville, j'ai déjà conquéri plus de 25 pays là où nous avions des milliers de terres partout, pour lancer cette agriculture qui nous permettra d'enlever les frontières. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un grand problème. Les Africains ne peuvent pas aller librement dans les nations à cause de la route, à cause des routes ferroviaires. Les hommes d'affaires ne peuvent pas faire des grandes choses. Chaque homme d'affaires est limité dans sa nation. Et quand l'esprit me révèle que c'est Kinshasa qui va décoller ça, alors nous sommes arrivés ici. J'ai créé un bureau. Et cet appel que je lance cet appel à tous les industriels, les hommes qui veulent voir l'Afrique décoller. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie et tout. Tout ce que nous produisons, tout ce qu'ils produisent, nous voyons déjà que c'est empoisonné. C'est un message codé pour nous, pour dire qu'est-ce que l'Afrique fait. Si l'État n'arrive pas, depuis 60 ans de l'indépendance, l'Afrique a besoin de ces routes ferroviaires. Pour que les industriels, un industriel ici en RDC peut avoir ses entreprises dans 10 pays, dans 5 pays. Tu vas voir un Européen qui est chez lui, mais il a plus de 30 entreprises ici en Afrique, dans les 54 pays. Alors, vous reprochez aussi aux entrepreneurs africains leur égoïsme. Mais c'est là où je viens, mon message est basé sur eux. Je suis béninois, oui. Je peux aller m'installer au Bénin, je peux aller m'installer au Ghana. Mais on me dit que c'est l'Afrique centrale est la base de toute chose. C'est-à-dire, les entrepreneurs africains, les industriels africains sont tellement égoïstes parce que chaque fois que quelqu'un commence par recevoir sa bénédiction, créer son entreprise, l'argent devient son Dieu. Il veut avoir un montant le plus élevé pour qu'on l'appelle qu'il est le plus riche dans le pays. Aujourd'hui, il y a la compétition des milliardaires sur les nerfs. Un tel est milliardaire. On n'a pas besoin de ça. Un entrepreneur, c'est celui qui s'envole comme l'aigle. Il a le pouvoir de voir sa vision dans 10 nations. Il a le pouvoir de voir sa vision dans 20 nations. Et un entrepreneur, un industriel est plus puissant que la politique.
Un industriel n'a pas besoin de faire la politique que nous voyons aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un commence par avoir peut-être $1 million, $2 millions, il court vers la politique. Non, la politique n'a rien à faire avec l'industrie. Un industriel, c'est quelqu'un qui réfléchit. Comment je peux enlever les frontières qui sont au milieu de nous? Comment je peux faire que quand on rentre à Gombe aujourd'hui, je peux trouver plus de 30 ou 30% ou 40% des usines, des immeubles qui sortent du sang d'un Congolais. Un Congolais qui croit qu'ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose ensemble. Aujourd'hui, vous allez voir, chaque entrepreneur, chaque industriel fait ses affaires. Et quand il meurt, l'affaire est détruite. Ses enfants ne peuvent pas aller. Alors que s'ils sont au nombre de 10 ou 20, 40 et tout ça, vous allez voir que c'est la continuité. Il peut même créer des routes. Il peut faire des choses extraordinaires. Alors, est-ce que pour rejoindre vos idées ou travailler avec vous, je parle justement des industriels qui sont en train de nous suivre, c'est une question de chrétienté d'abord. Il faut être chrétien pour s'associer à vous, ou c'est une question du sang africain essentiellement? C'est ça le vrai problème. Ouais. Vous voyez, la religion nous a détruits. Pourquoi je suis apôtre, mais je vois les choses différemment? Nous avions une seule personne en commun, Satan. Les musulmans appellent Satan, les chrétiens appellent Satan, mais ils ont différents dieux. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es un homme spirituel, un homme révélé, la première des choses que tu dois penser, c'est l'être humain et les 4 éléments de la nature. Quels sont les enseignements qui dégagent en toi? Donc, ce n'est pas l'affaire de la chrétienté. Je suis appelé pour tous les Africains. Ce n'est pas parce que je porte un titre pastoral que je suis limité en l'église. Non. Oui, ma fondation commence par là-bas. Mais j'ai compris que l'Afrique doit dépasser maintenant le niveau des religions. Parce que la religion nous a limités. La religion a fait que chacun est dans son coin. Chacun dit que mon Dieu est le meilleur. L'autre dit mon Dieu est meilleur. Alors que la chose qui nous tue, depuis que l'Église est sur l'Afrique, plus de 60 ans, est-ce que la guerre arrêtée? Depuis que les musulmans crient Allah, est-ce que les problèmes de l'Afrique sont arrêtés? Parce qu'ils n'ont pas des hommes véridiques sur le continent qui doivent se lever en disant, en dehors de la religion, nous sommes d'abord des frères. En dehors de la religion, nous sommes deux ici. Est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qui te montre que je suis béninois? Rien. Tout le monde peut m'appeler, je suis du Congo. Je peux te dire que tu es béninois. La morphologie nous montre que nous n'avions pas de frontières. Mais les religions aujourd'hui nous a frontaliers. Et à cause de ces frontières aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer dans la spiritualité pour connaître la pensée réelle du Créateur sur le continent. Alors on a bien compris que vous n'êtes pas dans la démarche du prosélytisme, encore moins en tant que zélote. Alors, j'en viens à cette question fondamentale. Est-ce qu'il y a une raison derrière le choix du bassin du Congo? Puisque c'est des millions des terres arables ici en Afrique. Pourquoi le choix essentiel de la RDC? Beaucoup de gens le disent, hein, il y a des auteurs, des penseurs, des philosophes qui disent que la RDC, c'est la gâchette de l'Afrique à partir de laquelle va partir même, permettez la tautologie, le développement du continent africain. Je reviens, pourquoi ce choix? J'ai dit ici le renouveau d'un monde meilleur par le bassin du Congo. Vous savez, aujourd'hui, les hommes profonds, les hommes qui voient l'avenir, ont compris que l'être humain a commencé quelque part. Et l'être humain a commencé où? La première chose qui naît dans le ventre d'une mère ou d'une femme enceinte, c'est le cœur. La première chose. L'Afrique centrale est le cœur de l'humanité ou du monde entier. Alors, l'Afrique, nous avions plus de 4 régions aujourd'hui. La région de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Sud, austral, et le centre, c'est le cœur elle-même. Le commencement de toutes choses. Les dieux qui ont été créés pour la première fois ont commencé ici. Alors, les hommes qui rentrent dans cette philosophie spirituelle comprennent que l'Afrique centrale détient quelque chose
de très, très, très important. C'est pourquoi le monde entier, les scientifiques, en train de parler du bassin du Congo, en train de parler de tout ce qu'on découvre aujourd'hui ici. C'est pour nous dire que, si l'on veut ou pas, l'Afrique centrale est le réserve mondial. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que les Congolais, en tant que les Africains, d'abord doivent faire? Si ici est le réserve qui va bâtir un monde meilleur demain, il faut maintenant rentrer dans ce qu'on appelle l'esprit du créateur. Parce qu'un industriel est un créateur, d'abord. Parce que l'essence qui est en lui de produire des choses, de produire des produits bruts aux produits finis, cette essence ne vient pas de lui, c'est une vocation, c'est un appel qu'il a reçu. Donc, quand un industriel comprend que moi, je suis appelé pour nourrir le monde, pour nourrir plus d'1 million de personnes, pour nourrir plus de 2 millions de personnes, il ouvre les frontières, il ouvre son cœur, il part au-delà de sa pensée. Et voilà ce que je suis venu annoncer, que le bassin du Congo, l'on peut le dire. Mais la première des choses, c'est les industriels qui doivent comprendre cette thématique-là, qui doivent rentrer dans la pensée réelle de ce qu'ils ont reçu comme vocation pour monter dans ce niveau-là. Sinon, ils ne peuvent pas. Mais c'est qui ces industriels dont vous parlez justement à corps et à cri? Ce sont des gens qui sont déjà dans le domaine de l'économie, de l'entrepreneuriat, ou des gens qui ont reçu une mission particulière divine? Malheureusement, cette question, dans votre nation, il y a des gens qui se proclament, autoproclamés, je suis un industriel, qui ont des sociétés, qui ont des usines, qui ont des compagnies et tout ça. Leurs pères ont légué cet héritage, mais à la fin, c'est en train de se détruire. Nous avions ça. Mais combien de pourcentage que nous avions dans notre société? Peut-être 1 ou 2%. Je te pose cette question. Regarde combien de supermarchés que nous avions ici. Ça appartient à qui? Est-ce que ça appartient aux industriels congolais? Aux étrangers généralement. Les immeubles qui nous entourent, ça appartient aux industriels congolais? Non. C'est là où je suis. Quand tu deviens égocentrique, ou tu vois $1 million comme un grand montant, alors que quelqu'un est en train de faire des milliards de dollars, mais il est encore plus simple, qui cherche la pensée du Créateur. Qu'est-ce que je dois faire pour nourrir le monde? Ton petit $1 million qui te fait voir que tu es plus grand, tu n'as même pas encore commencé. C'est des hommes que je fais appel, que ces hommes-là sont ici au Congo, qui portent des grands esprits, mais les esprits sont limités parce qu'ils ne voient pas au-delà du bassin du Congo. S'ils voient au-delà du bassin du Congo, c'est là qu'il y aura une constellation de ces grands hommes qui vont s'asseoir. Comment est-ce qu'on va faire? Les 26 provinces, on attend l'État de construire des routes avant d'amener nos vivres là-bas. Alors que c'est les industriels qui doivent faire ça. De deux, les quartiers, vous allez voir des belles maisons dans les quartiers, mais les routes sont enclavées. Pourquoi? Il y a une constitution du Belge qui dit que c'est l'État seul qui doit construire la route. Comment l'État doit construire la route? Alors que nous avions des hommes qui ont des moyens, qui vont dire, mais on a choisi un quartier comme Montfleury, on a choisi des quartiers, des banlieues. Ce banlieue, ils le développent avec le goût de leur route. Ils vont aider l'État pour que la nation aille vite. Mais la constitution qu'on nous a imposée dit non, c'est l'État seul qui doit construire la route, c'est l'État seul. Et du coup, les industriels sont bloqués, ils n'arrivent pas à s'asseoir pour rentrer à la profondeur, pour chercher comment nous pouvons transformer la RDC pour devenir la nation que nous voulons, pour que les autres aussi viennent. Aujourd'hui, nous pouvons dire, la RDC ici, il y a plus de 10 nations qui viennent faire des réunions ici et qui sont des entrepreneurs. Nous voulons développer quelque chose à Brazzaville, en Angola, au Tchad, en Centrafrique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les entreprises poussent. Les agriculteurs commencent par faire un travail. Donc, c'est ce que j'amène. Qu'il est temps que les Africains, à partir du bassin du Congo, sortent dans les coquilles, sortent dans les petitesses, en disant que les Blancs ne peuvent pas construire chez nous et que l'État ne peut pas construire un industriel. Pourquoi? Un industriel est un homme sain. Un homme sain. Un industriel est plus sain que le pasteur. Alors, jusque-là, vous êtes apôtre, justement. Vous avez dit que vous avez banni les frontières des religions.
Oui. C'est pas une affaire de chrétienté. Un industriel mais on doit quand même saint que partir l'imam. de la Bible. On doit partir quand même de la Bible. La Bible ne fait pas le rapport entre le fait d'être entrepreneur et la sainteté. Va dire dans Exode, chapitre 31, de verset 1 à 6. Moïse a donné l'esprit à Bessalel. Moïse a donné l'esprit à Ouria, le fils, d'avoir l'esprit d'industrialisation. Mais ça venait de Dieu, non? C'est pourquoi j'ai dit, Ouais. dans les religions, nous avions divisé Dieu. Nous avions séparé Dieu. Les musulmans ont leur Dieu, les chrétiens ont leur Dieu, les bouddhistes ont leur Dieu, les juifs ont leur Dieu. Mais nous avions une seule personne en commun, Satan. Au lieu de prendre Satan là comme notre Dieu, nous avions dit non, c'est Satan qui est notre ennemi principal et que Dieu, nous avions divisé Dieu. Et ça, ce n'est plus religion. Ça, c'est la guerre des religions. C'est ce que moi je dis non. Un être humain d'abord porte l'essence divine qui est Dieu à l'intérieur de lui. Un être humain. Là où vous êtes, vous avez quelque chose d'éternité au-dedans de vous. Parce que même si on ne vous enseigne pas la crainte du Créateur au-dedans de vous. Alors c'est pourquoi je dis un industriel est plus saint que le pasteur. Pourquoi je le dis? Oui. Aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui ont fabriqué, comment vous appelez, plus de 6 tonnes de fer qui passent dans les attitudes qu'on appelle l'avion. Si ces gens-là n'ont pas pris soin de la maintenance de la chose, comment on va faire chaque boulon, chaque pièce dans cet avion-là? Nous devons le faire très bien. Sinon, il y aura l'être humain qui est en train de se détruire là-bas. Alors, nous avons quelques industriels, hein, sinon des entrepreneurs congolais qui évoluent dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, le domaine de l'agriculture, les gens s'en intéressent pour faire des fermes personnelles. D'autres encore extrapolent pour nourrir les autres et rentrer dans le commerce par ça. Quel message vous dites justement, vous lancez à ces industriels ou à ces personnes qui ont fait la politique, mais qui voudraient aussi passer dans l'agriculture? Voilà, le secret c'est quoi? Fier à un Dieu étranger ou une force étrangère, ces forces te limitent de faire plus de grandes choses. Moi, je suis un apôtre. Et cet pouvoir-là, je l'ai reçu en cherchant le bien-être de mon continent. Le pouvoir de quoi? D'être apôtre? Le pouvoir de connaître la spiritualité d'abord. De connaître c'est quoi la spiritualité. Parce qu'un être humain ne peut pas fier de son enveloppe. Cette enveloppe pèse, comment vous appelez ça, 80 kilos. Mais ce qui est en toi pèse plus qu'une nation. Mais cette force-là vient d'où? Cette pensée vient d'où? Il faut que l'on le cherche. Alors, les industriels qui sont ici, qu'est-ce qui les limite? Ce qui nous limite, c'est l'enveloppe. C'est la chair là qui nous limite. Sinon, quand tu rentres à la profondeur d'un industriel, tu dois savoir que cet homme a besoin d'abord de la spiritualité. Ça passe notamment par la Bible, la nouvelle naissance. C'est ce que nous renseigne justement Jésus-Christ, non? Il y a des hommes, Oui. il y a des hommes révélés. Il y a des hommes qui ont été dotés par ce pouvoir. C'est pourquoi je suis venu là. Ces hommes qui veulent aller plus loin dans les industries, mais qui n'arrivent pas. Comment est-ce que nous allons faire? À l'époque, comment l'Égypte a fait pour nourrir le monde entier? Joseph a rentré en Israël et Joseph a rentré en Égypte avec rien. Mais avec l'esprit du Créateur qui est sur lui, il a pu avoir des réserves qui vont nourrir le monde. Aujourd'hui, c'est les mêmes thématiques que nous parlons. Aujourd'hui, si moi, j'ai d'abord cherché la spiritualité, pour comprendre les problèmes de l'Afrique, c'est pour dire à un Africain que ce n'est pas la franc-maçonnerie, parce que la plupart des grands industriels qui disent nous sommes des industriels, nous sommes en train de faire, pourquoi ils limitent dans les nations? Peut-être c'est les 7 qu'ils ont rentrés et il y a certaines lois qui ne les permettent pas de briser les frontières pour aller plus loin. Vous voulez le faire quitter d'une secte à une autre organisation, c'est ça? Nous n'avions pas besoin de secte. Un industriel n'a pas besoin de secte. C'est des secrets, c'est des choses que j'enseigne. Qu'est-ce qu'il faut? Connais toi-même d'abord. Vous les trouvez où les choses que vous enseignez justement? Tu sais, l'une des plus grandes choses qu'on a cachées aux Africains, c'est la méditation. De la Bible? La méditation. La méditation simplement.
L'Africain n'a pas le temps de méditer pendant 3 heures de temps. Un industriel n'a pas le temps, effectivement, d'être calme. Tu es dans ta chambre sans bruit pendant 1 heure de temps. Si tu peux arriver à cette dimension-là, tu comprendras que tu es plus profond tel que tu le penses. Tu peux être ici, assis, ici, mais tu as 3 entreprises que tu es en train de gérer. Tout ce que l'on construit sur la terre doit être construit d'abord dans le monde spirituel. Parce que nous sortons effectivement de là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne à l'homme de connaître lui-même. J'enseigne à l'homme de connaître sa profondeur. Il a des profondeurs qui est en lui qui ignore. Alors, si tu ignores ta profondeur, la chair va te demander beaucoup. Les choses du monde, les activités du monde, le plaisir de la chair. Alors que quelqu'un qui rentre dans sa subtilité, quand tu es subtil, tu rentres dans ta conscience, les choses qui sont cachées en toi deviendront plus claires. Donc là où moi je prenne ma source, c'est dans la profondeur de la méditation, qui voit que l'Afrique n'a pas 54 pays, l'Afrique est un seul. L'Afrique a un seul esprit. Aujourd'hui, nous avons 54 pays sur le continent. C'est pourquoi il y a des divisions, il y a des séparations, il y a la guerre. Mais immédiatement que un Africain, un industriel voit que l'Afrique est un, l'Afrique a un seul esprit, il peut rester ici et couvrir les 54 pays. Est-ce que ce que vous enseignez peut résoudre aussi le problème de développement de la RDC et pourquoi pas mettre fin à la guerre à l'Est? Si oui, comment? Vous voyez ce qui se passe? Oui. Si ce n'était pas la spiritualité, celui qui est assis sur le trône du Congo aujourd'hui ne peut pas temporiser ce qui se passe. L'ultimatum qui a été donné par le président Kagame était fort. Aujourd'hui, on devait être dans le bain de sang. Le pays devait diviser comme l'Ukraine et la Russie a fait. Mais il y a les hommes aujourd'hui spirituels qui sont là, qui disent non, ça ne doit pas aller. Et c'est en train de temporiser là. Notamment les intercessions des chrétiens. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde prie et c'est bien. Mais là où moi je suis arrivé, je sais que la RDC ne peut plus faire la guerre. Il n'aura plus la guerre ici. Vous voyez, 2018, 2019, 2017, les Koulouna, on parlait des Koulouna, les bébés noirs partout ici. Mais quand cet homme, le président, est assis sur le pouvoir, est-ce que vous écoutez tous ces noms-là encore? Non. C'est pas comme avant. On est passé par la mesure la plus forte. Hein? Non, c'est l'esprit de la personne qui détient. Il faut qu'on reconnaisse. Il peut y avoir des failles, mais il faut reconnaître le grand esprit que la personne détient déjà. Cet esprit qu'il a amené pour assis sur le trône a fait aujourd'hui que la RDC, les Koulouna, ont commencé par rouler dans les motos. La moto qui est en train de circuler là, c'est l'esprit de l'homme. Donc, c'est pourquoi je dis, la méditation de l'homme, l'homme n'agit pas brusquement parce que tu as écouté. Si lui aussi a agi, il s'est élevé parce que Kagame a dit ça, moi aussi je dois faire ça, on sera où aujourd'hui? Mais par son esprit de la méditation, il est rentré d'abord en lui-même pour voir sa nation et l'amour qu'il a pour sa nation. Donc, ce que je te dis, c'est que la clé que les Africains ont perdue, la véritable clé, c'est de rentrer dans la méditation. La méditation a-t-elle des bases scripturaires? On trouve ça dans la Bible. Oui, on trouve ça partout, on trouve ça dans tous les livres du monde. Hein. La méditation, on peut le voir dans la Bible. Yeshua HaMashiach, le grand roi, pourquoi il parle à la montagne tout le temps? Les Écritures disent il n'a pas le temps à passer avec les hommes. Chaque fois, il est à la montagne. Avant de descendre, il reçoit d'abord, il voit la chose d'abord avant de descendre. C'est pourquoi ces enseignements sont pertinents, ces enseignements sont forts, ces enseignements sont constructifs. Mais est-ce que nous le faisons aujourd'hui? C'est ça la dimension de la méditation. Les bouddhistes le font, les juifs le font. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit rentrer dans ces méditations pour connaître exactement les douleurs de sa nation, pour donner le pain que la nation a besoin et la paix que la nation a besoin. Et ces enseignements sur la méditation, vous les enseignez aussi à l'église ou c'est réservé à une catégorie de personnes? J'enseigne là où on m'invite. J'ai une école que je suis en train d'enseigner. Oui. Et tous les industriels qui veulent approfondir comment le faire, ils viennent et puis il y a des enseignements tout le temps qui se passent là-bas. Merci Monsieur Soanou Awanga Gad. Vous êtes apôtre industriel
panafricain. Avec vous, on a parlé du renouveau d'un monde meilleur par le bassin du Congo en faisant allusion justement à l'agriculture continentale. On va se retrouver au prochain numéro pour essayer d'éplucher un peu plus. Un dernier mot? Je peux dire ici, un industriel est comme l'aigle. Oui. Il est comme l'aigle. Sa vision doit être précise et large. Quand tu es appelé, dans n'importe quel domaine, il faut avoir un cœur de souplesse. Tout homme doit habiter en toi. Ce n'est pas seulement ta famille et ta nation. Tu dois voir plus large. L'homme, l'être humain, détient plus de 93% d'eau à l'intérieur de lui. Donc la profondeur qui est dans l'homme noir ou l'homme africain dépasse ce qu'on voit là. Les petites routes, les petits châteaux, les petites maisons et tout ça. On doit aller maintenant au-delà de là-bas. Donc je demande à tous de voir plus large leur vision. Et c'est pourquoi je suis là. Si ça concerne les gens, il faut qu'ils viennent, qu'on s'asseye. Comment est-ce qu'on va faire désormais et on vous trouve pour relancer? On vous trouve au siège de la Fondation à la première rue Limitée où vous avez une adresse à la première rue Limitée. À l'hôtel Funa 12 de Charpentier. Rue Charpentier, l'hôtel 12. Et le numéro de téléphone est là. Justement, le 082 92 36 359. Voilà, 082 923 63 59. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que tout ce que vous avez dit ici a été utile à quelqu'un qui veut se lancer également dans l'industrialisation ou dans l'entrepreneuriat, particulièrement focus sur l'agriculture. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro, madame, monsieur. On se retrouve au prochain. Merci beaucoup.